Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, ici la voix de Benjamin Vincent. En ce 1er août 2025, soyez les bienvenus, comme chaque vendredi, dans les Voix de la Tech, l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Les Voix de la Tech, c'est le nouveau podcast tech de référence, le lieu d'expression numéro 1 des grandes voix de la tech d'aujourd'hui. Et vous êtes au début de l'épisode 53. En ce 1er août 2025, l'AI Act souffle sa première bougie. Il y a un an, le 1er août 2024, le règlement européen sur l'intelligence artificielle commençait à entrer en vigueur. Alors je dis commençait parce que cette entrée en vigueur était prévue dès le départ pour s'étaler sur 3 ans. Et ce 2 août 2025, une nouvelle série de dispositions commence à s'appliquer dans toute l'Union européenne. Elle concerne notamment les plateformes à intérêt général comme ChatGPT d'OpenAI. On se souvient qu'il y a 2 ans, Sam Altman avait un temps menacé que l'opérateur de ChatGPT quitte l'Europe si la réglementation l'empêchait d'innover. OpenAI se retrouve aujourd'hui avec Microsoft, son principal investisseur, et le français Mistral AI parmi les 3 premiers signataires du Code européen de bonnes pratiques sur l'IA. Une initiative fermement rejetée par Meta, selon qui l'Europe s'engage sur une mauvaise voie à cause, je cite, d'un certain nombre d'incertitudes juridiques pour les développeurs de modèles. Alors, quel est le poids de cet AI Act européen? Que change-t-il pour ChatGPT et ses concurrents à partir du 2 août en Europe? Où en est-on concrètement de son entrée en vigueur? Le flou juridique mis en avant par Meta est-il réel? Toutes ces questions, je vais les poser dans quelques instants à ma première voix de la tech de la semaine, Camille Dalponte. Elle est juriste en droit européen spécialisée dans les nouvelles technologies et fondatrice de Logic Design. Mon deuxième invité va ensuite vous téléporter dans une salle d'opération chirurgicale avec une image en réalité augmentée à 180 degrés. Julien Ismont est le fondateur et CEO de Clear Surgery et son objectif est de mettre des Vision Pro d'Apple sur la tête de chaque chirurgien. Alors pas pour opérer à distance, mais pour intégrer à l'intérieur du masque les écrans qui affichent les images issues des caméras dans le corps du patient pour un confort et une précision inégalée. Il nous racontera tout à l'heure comment l'idée lui est venue et ce que cette technologie qu'il a mise au point avec Florent Morin a de révolutionnaire. Juste le temps de vous rappeler de vous abonner aux Voix de la Tech sur toutes les grandes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment, avec accès à toutes les archives. Si vous êtes sur Apple Podcast, profitez-en pour mettre une note, si possible 5 étoiles aux Voix de la Tech, et pour déposer un avis. Quelques mots bien à vous pour dire ce que vous pensez du podcast et surtout pour donner envie. Vous deviendrez ainsi ses meilleurs ambassadeurs. Immense merci d'avance. Dans un instant, l'Europe fixe un cadre à l'intelligence artificielle. Nouvelle étape pour l'AI Act en ce 2 août avec l'entrée en vigueur de nouveaux chapitres. Ils concernent ChatGPT et ses concurrents, la gouvernance, la confidentialité et les sanctions. Je vais en discuter avec Camille Dalponte. Ne manquez ni la version vidéo sur YouTube, ni la version audio intégrale sur Apple Podcast et Spotify. Camille Dalponte, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les Voix de la Tech. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Vous êtes juriste en droit européen avec une spécialisation dans les nouvelles technologies. Vous êtes la fondatrice de Logic Design, une société qui vise à vulgariser le droit. Et vous collaborez aussi avec l'école de la blockchain et de l'IA, l'école Alira. Alors, si on est ensemble aujourd'hui, Camille, c'est parce que en ce 1er août, d'abord, on fête un anniversaire. Les 1 an de l'AI Act européen, on va y revenir. Mais aussi, on est à quelques heures de l'entrée en vigueur d'une nouvelle série de chapitres de cette réglementation. Et on a envie d'avoir votre expertise pour comprendre ce qui entre en vigueur et ce qui va changer à partir de ce 2 août. Alors, peut-être qu'on peut commencer par cette date anniversaire, le 1er août 2024. C'était l'entrée en vigueur de cette AI Act.
On peut dire que c'est une longue et presque une vieille histoire qui remonte bien avant l'explosion et l'arrivée de ChatGPT. Oui, alors c'est, effectivement, une démarche, européenne qui s'inscrit dans des politiques qui sont effectivement en place depuis longtemps. On commence à aborder, les thématiques de souveraineté numérique, dès 2014 au sein de l'Union européenne et depuis, on va dire, 2017, 2018, 2019, l'Union européenne, elle est vraiment pionnière et elle essaye d'établir des politiques claires en matière, d'innovation technologique et notamment tout ce qui concerne la blockchain et tout ce qui concerne l'IA. Donc c'est pas arrivé comme ça. C'est un long travail qui a été fait, par nos institutions, par nos États qui ont échangé, qui ont travaillé en amont, qui ont travaillé avant le covid, qui ont travaillé pendant le covid pour réussir à nous établir un cadre juridique qui puisse, bah, nous permettre d'aller avec, la grosse reprise qu'il y a eu derrière, en tout cas, celle qu'on se souhaite. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui arrive, du jour au lendemain. C'est vraiment un gros, gros travail qui a été fait bien en amont et qui est encore en train d'être fait puisqu'il y a pas mal, de choses qui bougent, de choses qui vont être précisées et d'acteurs de marché justement qui poussent, vers certaines pratiques, vers l'adoption de certains standards. Donc Mmh. c'est vrai que c'est un énorme effort collectif, Ouais. qui est là depuis déjà, plusieurs années, dans notre panorama européen. Voilà, on va reparler évidemment de ce qui est encore en train d'être, heu, négocié, on va dire, notamment avec les géants de l'IA. Peut-être, retour sur cette histoire, certains seront peut-être étonnés de savoir que ça a commencé donc, avant la fin 2022, donc avant, que ChatGPT ne soit révélé au monde. L'Union européenne s'intéressait déjà, à l'intelligence artificielle avec notamment un livre blanc qui date de février 2020. Ça a été un petit peu la fondation de la législation qui a fini par être adoptée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au niveau de l'Union européenne et même dans les institutions, internationales, on fonctionne un peu toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on établit des grandes thématiques, on va dire, qu'on discute ensuite entre les États et en fait, à force de ruissellement, on Mmh. va dire, d'accords sur différents standards et cetera, on arrive justement à créer ce type, de livre blanc qui nous permet déjà de donner une ébauche de ce qu'on imagine être l'IA au sein de nos sociétés européennes pour les, prochaines années. Donc effectivement, en 2020, c'est vraiment, la base qui a été posée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine l'IA et comment est-ce qu'on aimerait vraiment l'intégrer sur le marché européen? Et en fait, ces standards qu'on a déjà mis en place, avant, donc à cette époque-là, c'est les mêmes qu'on essaye de protéger et pour lesquels on met en application des règles aujourd'hui et c'est notamment la protection des droits fondamentaux de nos concitoyens européens. Ouais. Alors on va revenir évidemment sur, les différents niveaux de risque, hein, que prévoit cette, réglementation. La législation, elle a été proposée, en avril 2021. Elle sera finalement adoptée le 21 mai 2024, par les 27 ministres, de l'UE et donc, entrée en vigueur alors début d'entrée en vigueur le 1er août 2024 parce que c'est une entrée en vigueur progressive qui va durer en fait 3 ans et qui va, être, pleine et entière, en août 2027 seulement, hein. C'est ça. Alors en fait, ce qui va se passer au niveau, du cadre européen, c'est d'abord qu'en fait, il y a eu l'adoption du texte et vraiment son entrée en vigueur telle qu'on la connaît tous et ensuite il y a une application qui est différée dans le temps. C'est-à-dire que les règles sont en vigueur, mais pour le moment pas forcément toutes encore applicables. Pourquoi on les applique pas toutes d'un coup? Parce que ça fait un énorme bloc et c'est intéressant pour aucun acteur de marché, d'arriver avec, vraiment quelque chose d'énorme à mettre en place. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre petit à petit en place les règles et surtout de prioriser ce qu'on va mettre en place. Donc au 1er août 2024, il y a eu l'entrée en vigueur. Le 2 février 2025, on a eu l'application partielle, en tout cas pour tout ce qui touchait, aux définitions générales et à tout ce qui était interdiction en matière d'IA dans l'Union européenne. Et là, pour le 2 août 2025, il y a une grosse application partielle qui arrive, puisqu'il me semble qu'on applique presque 5 chapitres, un article en Ouais, plus et ouais. c'est tout ce qui va concerner notamment, la gestion du risque en matière d'IA, c'est-à-dire savoir quelle IA on va utiliser, quel sera notre rôle dans la chaîne de valeur de l'IA, quels sont les risques liés à notre IA et en fonction de ces risques, ben, quelles sont les obligations qu'on va devoir respecter. Ouais, alors vous parlez de risque justement, l'AI Act définit, 5 niveaux de risque, de minime à inacceptable. Alors dans inacceptable, qu'est-ce qu'on a par exemple? Ce que les Chinois font, c'est-à-dire la notation sociale par exemple?
Oui, alors dans les pratiques, qui sont totalement interdites, on va effectivement avoir, tout ce qui va toucher, on va dire, à tout ce qui va être stratégique et à tout ce qui va être trop poussé dans l'identification des personnes. Par exemple, dans les pratiques interdites, on a beaucoup de choses qui vont toucher à l'identification des personnes, notamment via l'utilisation de données biométriques. Pourquoi? Parce qu'on va tenter, déjà d'interdire, ce qui peut potentiellement donner un atout géopolitique aux autres États, notamment au niveau de la surveillance de masse et cetera. Donc l'idée ici, c'est vraiment de contrôler les données. C'est vraiment la pierre angulaire, en tout cas, du concept de souveraineté numérique. C'est-à-dire que chaque État doit être capable de contrôler, de sécuriser, de protéger ses données sur son territoire et l'idée ici, c'est que sur notre territoire européen, on ait certaines pratiques qui soient considérées comme intolérables justement pour qu'on puisse éviter, les différentes dérives, surtout, vis-à-vis des contextes géopolitiques qui sont quand même Mmh. assez, mouvementés, on va dire, en ce moment. Donc, entre le risque, minime et l'inacceptable, donc qui n'existe pas, en tout cas qui est totalement, interdit, il y a ces, 3 risques, intermédiaires, dans lesquels on va retrouver tout ce qui concerne, les modèles d'IA à intérêt général, dont ChatGPT et justement, c'est l'un des chapitres qui entre en vigueur ce 2 août 2025. Ouais. J'imagine que c'est la raison pour laquelle on a entendu ces dernières semaines, la plupart des grands noms de l'IA, prendre position par rapport à cette nouvelle réglementation européenne. Oui, effectivement, le timing, il est idéal pour, toutes les grandes entreprises et tous les grands acteurs de marché pour se positionner concrètement, sur la mise en œuvre du texte. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, l'IA Act, c'est quand même un texte qui est, relativement théorique, dans le sens où il est plus juridique que technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de précision sur comment on va mettre en œuvre, les différents régimes et les différents concepts, en tout cas pas toujours de manière très poussée. Donc l'idée ici, c'est que, les grands acteurs de marché, ceux qui sont principalement régulés justement par, ce régime-là en particulier, bah, ils vont tenter de prendre position pour donner des idées sur la mise en application qui serait la plus idéale, en tout cas pour eux. Donc c'est le moment idéal pour toutes les prises de position des lobbies. Donc faut savoir que, Mmh. l'Europe, elle est, très ouverte à ces prises de position parce que tout ce qui est régime, législatif, réglementaire sont souvent co-construits dans le sens où, oui, bien évidemment, il y a nos institutions, nos ministres et cetera qui vont venir discuter et qui vont poser des règles, se mettre d'accord. Mais il y a aussi une grosse partie, qui relève de la consultation publique et justement de l'écoute, de ces différentes prises de position. Donc c'est très important pour les acteurs de marché de donner un peu leur contribution à l'Union européenne parce que ça permet justement d'ajuster le tir pour toutes, les délégations et toutes les directions générales de chaque service, de la Commission. Voilà, l'AI Act, hein, c'est donc un cadre réglementaire et juridique, commun à tous les pays de l'UE. Heu, L'un des objectifs, c'est d'apporter le maximum de transparence, Ouais. si j'ai bien compris et c'est un peu le souci de ces grandes plateformes d'IA, c'est que, elles se sont, construites en l'absence de réglementation et donc elles se sont un petit peu servies, à tout va et donc on a l'impression que c'est un peu l'heure des comptes et ça ne doit pas tout à fait être leur scénario, idéal, hein. Oui, en l'absence de législation, mais pourtant pas forcément en l'absence de droits fondamentaux. Et c'est là où l'Union européenne, elle rattrape une case, entre guillemets, que les entreprises auraient pu presque anticiper. C'est-à-dire que le respect de la vie privée, le respect à une information juste et correcte, c'est des choses qui sont déjà allouées à nos concitoyens. Et c'est des choses que on pouvait prévoir comme allant être intégrées dans un régime juridique plutôt contraignant à plus ou moins long Mmh. terme. Donc en fait, ce qui s'est surtout joué, c'était combien de temps est-ce qu'on pouvait rester «non réglementé» entre guillemets, avant justement qu'on ait, le lien qui se fasse entre nos droits des citoyens, les protections qu'on a et un texte clair qui va nous permettre justement, ben, de les faire valoir devant potentiellement, un tribunal ou autre quoi. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on Mmh. avait avant des choses existantes, mais on n'avait pas le lien juridique pour, faire concrètement, le lien du coup et c'est un peu sur cette vague-là qu'on surfait les premiers modèles IA parce que du coup, moins de contraintes, donc plus rapidement de possibilités de se développer, plus facile également de trouver potentiellement des financements. Donc ça a été, vraiment le Far West pendant un petit moment où on a eu vraiment un gros boom. Mais l'idée, c'est comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, on laisse un petit peu ce boom se créer,
Puis une fois qu'on a quand même une adoption massive, eh bien, on vient créer les liens juridiques qui permettent de protéger les droits des personnes. Donc là, on en est pile à ce moment-là et l'étape Mmh. d'après, ça va être de savoir comment est-ce que ce texte, on va pouvoir le mettre en œuvre et surtout, est-ce qu'il est efficace? Donc ça, on pourra le dire dans quelques années. Ouais. Bon, il s'agit d'une législation extraterritoriale, donc Mmh. qui, évidemment, vaut dans l'Union européenne, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même type de fonctionnement que ce qu'est le Cloud Act, aux États-Unis pour les entreprises, américaines? Ou est-ce que l'AI Act s'applique aussi aux entreprises américaines heu qui font affaire, finalement, sur le sol européen? Eh bien, même plus que ça, on a repris exactement les mêmes mécanismes qu'il y avait dans le RGPD, puisque ça fait déjà à peu Mmh. près, 7 ou 8 ans, il me semble que le RGPD est en vigueur et en fait, on a mis à peu près les mêmes mécanismes juridiques qu'on avait utilisés pour le RGPD en place pour l'IA Act. Donc c'est-à-dire que dans le RGPD, on a déjà, cette notion d'extraterritorialité. Eh bien, c'est la même chose. Donc on va même pas chercher, outre-Atlantique l'inspiration, puisqu'on l'a déjà et qu'on l'a construit depuis 8 ans. Donc l'idée ici, c'est vraiment qu'on a regardé ce qu'on avait fait en Europe qui fonctionnait déjà et qui nous permettait de garder un contrôle sur nos données et on a essayé de le dupliquer. Alors effectivement, c'est une approche qui est très, «patriotique» entre guillemets et qui du coup privilégie beaucoup l'Union européenne par rapport, aux autres acteurs du marché. Mais quand on regarde les réglementations numériques, eh bien, on a de plus en plus tendance à avoir des réglementations qui sont protectionnistes parce que le fait qu'on ait, justement une liberté, on va dire de transfert international, fait qu'on a besoin de se réapproprier les données pour avoir une souveraineté numérique. Donc en fait, on est exactement dans cette continuité-là et même au-delà du Cloud Act américain, on est même dans la continuité de notre propre réglementation européenne, dont le RGPD notamment, qui est la pierre angulaire de la défense de nos libertés fondamentales numériques en Europe. Mmh. Alors les sanctions prévues, je crois, c'est, jusqu'à 3 du chiffre d'affaires, mais dans la limite de 15 millions d'euros, je crois. C'est une goutte d'eau pour des entreprises qui sont valorisées des Alors dizaines de milliards. il y a un petit mécanisme quand même qui Ah, permet de choisir entre les 2 amendes. Donc effectivement, on a toujours des amendes qui sont sous forme de pourcentage de chiffre d'affaires annuel mondial et des amendes administratives qui sont fixées avec un certain plafond. Comment est-ce qu'on choisit entre les 2? Ben, on a 2 situations différentes. Dans un cas, on va avoir les grandes entreprises, ben, on va faire le petit calcul. Soit les 3 ça dépasse les 15 millions et par exemple, dans ce cas-là, on va retenir les 3 ce qui du coup fait quand même un montant un peu plus ah oui. significatif, au niveau de la Mmh. sanction et quand on est face à des TPE-PME, donc des plus petites entreprises qui, elles, ont plutôt besoin de soutien, eh bien, c'est l'inverse. On va prendre ce qui représente le moins entre les 2 amendes. Donc ça, c'est, la manière, en tout cas, dont on choisit entre le fameux pourcentage annuel et en tout cas les 15 millions. Pourquoi? Parce que justement, ben, c'est ce pourcentage, il est censé pallier au fait que 15 millions, c'est pratiquement rien pour certaines entreprises dans la tech et qu'il faut prévoir quelque chose qui soit un peu plus cohérent et en général, un pourcentage sur le chiffre d'affaires annuel mondial, ça représente quand même un certain petit chiffre. Ouais. Pourtant, alors 3, c'est 3 fois moins que les 10 du DMA ou du DSA. Je ne sais plus lequel des 2, peut-être les 2 d'ailleurs, sont à 10 du chiffre d'affaires mondial. Ben, je pense que l'idée aussi, c'est peut-être, ben, d'une part de tester, en fait, parce que l'IA Act lui-même prévoit, en son texte, des procédures de réévaluation pour voir si on est, dans la cohérence ou pas par rapport à ce qu'on a mis en place. L'idée avec le DMA et le DSA, c'est que ça va vraiment protéger nos fondamentaux, de marché, c'est-à-dire notamment nos règles de concurrence et cetera. Ici, l'idée de l'IA Act, c'est d'encadrer les droits fondamentaux, mais c'est pas forcément d'établir des règles de concurrence puisqu'elles sont déjà contenues dans d'autres textes. Donc ici, les amendes seront forcément moins élevées parce que le but, c'est simplement que les gens respectent les droits fondamentaux de nos concitoyens tout en, n'ayant un champ quand même pour l'innovation. Parce qu'on va pas se mentir, l'IA, ça va être une des innovations, concurrentielles du numérique, pour, les 20 prochaines années. Donc l'idée, c'est de pas non plus faire peur aux acteurs de marché, leur montrer qu'on tient compte du fait qu'on est, dans un développement et cetera, qu'il peut y avoir des erreurs, qu'on est face à quelque chose de nouveau qui est mouvant. Donc
ça, cumulé à tous les pourcentages d'amende que vous pouvez prendre, en droit du numérique européen, enfin, ça a aucun sens de mettre 10 à toutes les réglementations. L'idée, c'est aussi de graduer les sanctions en fonction de ce qui est important pour le marché européen. Les règles, on va dire, structurelles et fonctionnelles du marché, elles seront un peu plus sanctionnées que des petites règles sectorielles qui vont nous permettre de protéger ça et là des intérêts ou alors des droits fondamentaux. Le timing, vous disiez qu'il faudrait plusieurs années pour savoir, si le mécanisme fonctionne. Ça va tellement vite, les progrès autour de l'IA. On a l'impression que c'est presque déjà trop tard, que ce texte entre en vigueur maintenant. Est-ce que l'Union européenne a pas trop tardé à légiférer? Eh bien, à mon sens, elle est dans le timing de l'effort international, global en matière d'IA. Pour moi, on n'est pas forcément en avance, on n'est pas forcément en retard, on est juste à peu près là où on doit être. L'idée ici, c'est de savoir plutôt que le timing dans lequel on crée la loi, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on crée la loi et comment est faite la réflexion derrière cette réglementation. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir des définitions larges qui nous permettent d'inclure un maximum de technologies, d'avoir des grands principes qui sont posés et notamment au niveau de la gestion de risque. Donc, au fur et à mesure des années, on pourra adapter cette gestion de risque. Donc, l'idée ici, c'est qu'on pose presque des bases simples qu'on construira par la suite par notamment, tout ce qui seront des actes délégués de la commission et cetera. On a Mmh. également le bureau de l'IA qui va commencer à travailler sur des fiches pour aider. Il y a déjà la CNIL qui a commencé à faire un travail vis-à-vis de l'application du RGPD, avec l'IA Act. Donc, l'idée c'est que plus ça va aller, plus ça va se préciser et que pour le moment, le but, c'était vraiment de mettre quelque chose qui soit un peu modulable et très large pour pouvoir justement accueillir les innovations pour plusieurs années. C'est pas un texte révolutionnaire, c'est un texte qui dit qu'on va faire de la gestion de risque dans le numérique comme à peu près tous les textes européens actuellement. Donc il faut Mmh. bien le reposer dans son contexte et pour regarder justement, pour ceux que ça intéresse, comment évolue une loi dans le temps. En général, les 1-2 premières années, on commence à tester les procédures, hein, voir si, les procédures qu'on a mis en place, elles couaquent ou elles couaquent pas. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que nos autorités, elles arrivent à suivre ou pas? Au bout de 3-4 ans, on va pouvoir voir si les gens, ils utilisent la loi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on a quelqu'un qui va utiliser une exception de l'IA Act? Est-ce que, il y a une loi est-ce que, par exemple, il y a une disposition qui est énoncée mais que personne n'utilise jamais? Donc là, on va vraiment pouvoir cibler ça et au bout de 5-6 ans, on va seulement voir les retombées économiques, c'est-à-dire est-ce qu'on favorise l'innovation ou pas? Donc il y a quand même un petit gap entre, on va mettre en place des Mmh. règles, on va tester les règles, on va voir si on les utilise et on va voir si elles fonctionnent. Vous connaissez, l'argument des opposants à la réglementation dans le numérique, c'est que ça freine l'innovation. Mmh. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver avec, l'entrée en vigueur de ce nouveau, volet de chapitre, de l'AI Act en Europe? Bien oui et non. Oui, évidemment, pour les plus petites entreprises qui, du coup, vont avoir besoin forcément de mécanismes pour les aider à développer plus facilement. Et après, pas forcément parce que, dans l'idée, à chaque fois qu'on a eu une innovation sur la planète Terre et qu'elle a commencé à être économiquement importante, on l'a régulée par secteur. On a des centaines et des centaines de réglementations différentes, que ce soit dans l'industrie, dans la pharmaceutique, dans l'innovation et cetera. On a des tonnes, de réglementations sectorielles et donc, à l'instar de tous les autres innovations qu'on a eues, on va avoir un régime juridique. Est-ce que ça va freiner l'innovation? Je ne pense pas. Ça peut la ralentir un peu, le temps que tout le monde effectivement se mette, dans la «danse» entre guillemets, que les process se fluidifient. Même pourquoi pas qu'on utilise l'IA pour bien appliquer l'IA Act, on ne sait pas où on en sera dans 10 ans. Mais, dans l'idée, oui, effectivement, ça peut ralentir un peu. Après, ça tuera pas l'innovation dans le sens où les investisseurs, en tout cas pour les projets IA, ils préfèrent toujours investir quand ils savent que le cadre juridique, il est sécurisé, plutôt que quand on est en plein Far West. Donc après, Mmh. voilà. Ça dépend, hein, il y a deux poids, 2 mesures. Ça dépend de sa situation. Pour le français, moyen, pour chacun de nous, à partir de ce 2 août, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Rien ou si un petit peu quand même? Ben, si, il y a des choses qui vont changer, par exemple, si, dans votre chatbot IA, il y a pas marqué que vous discutez avec un chatbot IA, ben, l'entreprise qui opère le chatbot, du coup, bah, ne respecte pas vos droits. Donc potentiellement que, bah, vous avez, le texte pour pouvoir réussir à faire valoir vos droits
et si toutefois vous êtes dupé, par exemple, par une IA qui ne respecte pas les règles de transparence, eh bien, vous pouvez justement, activer, les procédures, ben, pour, faire l'exercice de vos droits et pour, bah, potentiellement, sanctionner l'entreprise, ou vous avoir des dommages et intérêts si toutefois, vous avez un préjudice. Ouais. Alors c'est quoi justement les nouveaux droits des consommateurs européens face aux IA à partir de ce 2 août? Vous m'avez donné un exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses assez évidentes, qui doivent, absolument changer? Hem, Bah, par exemple, au niveau de la transparence, quand une entreprise va être, déployeur, c'est-à-dire qu'elle va avoir recours à l'IA pour faire sa prestation, de service, bah, elle devra notifier ses clients, par exemple, que, dans ses outils de travail, ben, telle ou telle partie, du travail qu'elle a rendu, a été générée avec une IA et cetera. Donc ça va, bah, en final, c'est presque des règles de bon sens, en fait. On déclare, en fait, qu'on utilise l'IA. Quand on utilise l'IA, ben, on essaye de faire en sorte, d'avoir les sources, on essaye, voilà, un peu comme quand on démêle l'information, je pense, vous avez l'habitude, Mmh. en tant que journaliste. Ça va être un peu la même chose, sauf que maintenant, ben, en plus, parmi tous les médias qu'on a, ben, on a l'IA qui nous balance une tonne d'informations et il va falloir Ouais. réussir un peu à voir, comment on peut travailler avec l'IA. Mais, en tout cas, pour la majorité des droits fondamentaux qui sont inclus qui sont protégés, on va dire, au niveau du numérique, c'est surtout, par exemple, les droits du RGPD qui doivent être respectés en matière d'IA, puisqu'on a une disposition qui dit que le RGPD s'applique en matière d'IA. Donc, par exemple, Ouais. si demain vous voulez, faire le droit à l'oubli, pour une IA, ben, vous pouvez potentiellement demander, à l'entreprise d'être oubliée, par l'IA si toutefois elle a des informations personnelles sur vous et cetera et cetera. D'accord. Donc si j'ai bien compris, on ne peut plus dire: «C'est moi qui l'ai fait» si c'est fait par une IA, c'est ça? Bah, techniquement, non, il faut rendre à César, ce qui appartient à César, ce que c'est. Camille Dalpente, merci beaucoup, pour, Merci à vous. toutes ces explications très claires sur cette, AI Act. Donc, nouvelle étape, hein, de l'entrée en C'est vigueur ça. qui va se poursuivre jusqu'en août 2027. Je rappelle que vous êtes juriste en droit européen, fondatrice de la société Logic Design et vous collaborez aussi avec Alira, l'école de la blockchain et de l'IA. Merci, d'être passé dans les voies de la tech et à très Bah, bientôt. merci à vous pour, l'invitation. À bientôt. Dans le monde de la tech, la semaine dernière, souvenez-vous, Simon Husa, sénateur, tirait ici avec moi le bilan de 4 mois à la tête de la commission d'enquête parlementaire sur la commande publique, en insistant sur le fait que les 400 milliards d'euros par an doivent servir à dynamiser l'innovation en France et en Europe et à défendre notre souveraineté numérique. Eh bien, la région Île-de-France vient d'annoncer un choix à contresens pour la gestion de ses services informatiques en écartant le français EasyVista au profit du géant américain ServiceNow en le justifiant par un besoin de rationalisation. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, cédé à Elon Musk pour 43 milliards de dollars, ne se contente pas de dormir sur sa fortune. Le week-end, il code et ça donne BitChat, une messagerie pour la fin du monde qui se passe d'Internet et qu'on peut installer sur iPhone depuis le 28 juillet en attendant une version Android sans doute imminente. BitChat fonctionne hors ligne, les messages cryptés passent via Bluetooth d'appareil en appareil jusqu'à atteindre le destinataire du message. Pas de serveur central donc, mais comme un nouveau débouché pour le peer-to-peer. Faut-il s'inquiéter de la cyberattaque dont Orange reconnaît avoir été la victime ce 25 juillet? Oui, bien sûr, même si le groupe affirme qu'aucune donnée personnelle de client n'aurait fuité. À ce stade, je cite, aucun élément ne laisse penser que des données de nos clients ou d'Orange auraient été exfiltrées. C'est ce que dit le communiqué de presse. Le groupe a déposé plainte lundi pour atteinte à l'un de ses systèmes d'information. Selon Christelle Edman, la CEO d'Orange, beaucoup des services touchés étaient internes avec des conséquences pour des clients entreprises et l'impossibilité pour le grand public de regarder TF1 ou France Télévisions en replay sur les box de l'opérateur. Le retour à la normale était prévu pour ce mercredi 30 juillet, soit 5 jours après l'attaque. Une très mauvaise publicité que de se faire hacker pour un acteur de la cybersécurité, puisque le groupe Orange inclut notamment Orange Cyberdéfense. Mais quand on sait que même la compagnie aérienne nationale russe Aeroflot vient de subir pour près de 50 millions d'euros de dégâts à cause de cyberattaques et d'une infiltration qui durait depuis un an, on ne s'étonnera plus de rien.
Peut-être la fin de plus d'un an de crise chez Sonos avec la nomination enfin de Tom Conrad en tant que CEO non intérimaire. Tout avait commencé en mai 2024 avec la sortie d'une nouvelle application mobile buggée et complètement ratée. Or, celle-ci constitue le cœur de l'écosystème de ce qui était jusque-là l'une des marques audio de référence. Chez Meta, en attendant la super intelligence, les lunettes avec affichage en réalité augmentée et bracelets myoélectriques pour interpréter les mouvements du poignet pourraient arriver avant la fin de cette année à un prix compris entre 1000 et 1400 dollars. Ces lunettes sont inspirées du fameux projet Orion présenté en septembre dernier lors de l'événement Meta Connect. La keynote de Mark Zuckerberg en ouverture de l'édition 2025 est justement programmée le 17 septembre prochain. Meta, dont le partenaire autour des lunettes Ray-Ban Meta Essilor Luxottica, dans lequel le groupe de Mark Zuckerberg a investi 3,5 milliards de dollars, a annoncé lundi avoir plus que triplé les ventes des lunettes connectées au premier semestre 2025 par rapport à il y a un an. En février dernier, Essilor Luxottica annonçait 2 millions d'exemplaires vendus à ce jour et l'objectif de fabrication pour 2026 est passé à 10 millions en attendant l'arrivée sur ce marché de Google et d'Apple, mais peut-être pas avant le début 2027. Et puis, puisqu'on parlait d'IA, l'intelligence artificielle révolutionne maintenant le compositing dans Photoshop avec l'arrivée d'une fonction baptisée Harmonize dans Photoshop Beta, des heures, des jours de travail parfois remplacés par un seul clic. Les lumières, l'ambiance, les couleurs, tout est harmonisé dans l'image automatiquement et presque à la perfection. On en reparlera. Allez, dans un instant, une révolution médicale pour la chirurgie mini-invasive ou sous microscopie qui nécessite plusieurs écrans en salle d'opération. Des écrans jamais bien placés, jamais bien visibles, pas pratiques à manipuler dans un champ stérile. Le nom de cette technologie française, Clear Surgery, elle intègre jusqu'à 4 écrans à l'intérieur d'un Vision Pro. Son fondateur, Julien Issement, me rejoint dans un instant. Julien Issement, bonjour. Bonjour Benjamin, merci infiniment pour l'accueil. Bienvenue dans les voies de la tech. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur de Clear Surgery, une entreprise que vous venez de créer avec Florent Morin, l'une des références françaises du développement sur l'Apple Vision Pro. Florent est d'ailleurs le CTO, le directeur technique de Clear Surgery. Je sais qu'il s'agit de chirurgie augmentée. Je sais que vous voulez mettre des Vision Pro sur la tête des chirurgiens. Et il y a un mois, sur le compte LinkedIn de Clear Surgery, j'ai lu ceci, j'ouvre les guillemets. Vous êtes chirurgien, vous réalisez une chirurgie mini-invasive ou sous microscopie, vos yeux sont rivés sur l'écran et là, quelqu'un passe devant, une scène banale avec Clear Surgery, c'est fini. Alors, j'ai envie de vous dire, Julien, c'est-à-dire, comment ça, c'est fini? Alors en fait, il faut peut-être remonter à la genèse de ce projet Clear Surgery, parce que même si la société a été créée il y a quelques semaines, ça fait 18 mois qu'on travaille sur ce projet-là avec Florent. En fait, moi je suis spécialisé en conception de salles d'opération. Donc sur les 10 dernières années, je me suis vraiment intéressé à l'installation, à la conception des salles d'opération et notamment ce qu'on appelle les solutions de gestion vidéo pour le bloc opératoire. Alors c'est quoi une solution de gestion vidéo? C'est l'ensemble des éléments dans une salle d'opération qui permet d'afficher les données chirurgicales et notamment les données vidéo. En fait, il faut comprendre que quand on fait une chirurgie aujourd'hui, il y a 2 chances sur 3 pour que cette chirurgie, elle se fasse avec des approches dites mini-invasives ou sous microscopie. Ça veut dire que à la place, de faire une grande incision dans votre thorax pour aller accéder à votre foie, comme on faisait, il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, on va plutôt privilégier de faire 3 petits trous. Dans un trou, on va passer une caméra et dans les 2 autres trous, des instruments chirurgicaux. Ça, c'est bien meilleur pour le patient, une meilleure récupération, notamment, des effets secondaires qui sont moindres par rapport à de la chirurgie, ouverte et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment la tendance. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, Ouais. c'était quelques pourcents de la chirurgie
qui étaient faites avec ces approches-là. Aujourd'hui, c'est plus de 70% et c'est pas près de s'arrêter. Il y a encore aujourd'hui des chirurgies qui sont faites avec des approches ouvertes et qui basculent sur des approches mini-invasives. Mais ça veut dire que du coup, on a besoin d'afficher l'image de ces caméras sur des écrans. Et ça, c'était mon métier. Pendant 10 ans, j'ai équipé pas loin de 1000 salles d'opération sur ces concepts-là, avec des écrans au bloc opératoire qui permettent d'afficher l'imagerie des modalités chirurgicales. Alors là, ce que je décrivais juste avant, c'est une endoscopie finalement, Mmh. mais on a de Ouais. plus en plus d'imagerie au bloc opératoire. Donc, une caméra qu'on met dans le ventre du patient, mais on a aussi de l'échographie, du rayonnement X via des amplis de brillance, de la microscopie, de la navigation. Bref, ces modalités chirurgicales, elles sont de plus en plus nombreuses et c'est pour ça qu'en fait, on a de plus en plus d'écrans au bloc opératoire. Bah, ces écrans, ils sont sur des bras, ils sont fixés, sur des murs et ben, on fait pas de magie, hein, c'est comme, quand vous êtes dans votre salon, devant votre télé, si vous avez votre femme qui passe devant, ben, il y a un moment donné, vous êtes coupé de l'écran, bah, c'est exactement ce qui peut se passer au bloc opératoire et c'est un des problèmes qu'on vient régler avec Clear Surgery. Je vois bien l'image de la salle d'opération avec des écrans, effectivement, Mmh. dont on a besoin en tant que chirurgien parce que, en fait, les caméras sont nos yeux, dans le corps du patient. Absolument, absolument et donc nous, l'idée enfin, moi, ça fait des années que je pense, à ça, mais c'est vrai qu'il y a jamais eu une technologie aujourd'hui qui nous a permis, bah, de remplacer ces écrans. On a essayé des choses, hein, avec, des rétroprojecteurs, avec, des casques de réalité, augmentée ou virtuelle, mais il y a jamais une technologie qui aujourd'hui a permis aux chirurgiens de se dire: «Là, ça fait vraiment la différence» et surtout je vois mieux. En fait, on a testé des choses, mais, afficher, Ouais. une image, d'endoscopie sur, un casque, du marché, ben, l'image était moins bonne et donc jusqu'à présent, on n'a jamais pu utiliser ces casques-là pour afficher de l'imagerie, chirurgicale. C'est quoi ce que vous appelez un casque du marché? Ouais. Ben, il y a des casques pour jouer à des jeux vidéo, par exemple, type, Meta, ou d'autres casques, comme les Oculus, des casques qu'on HTC? a Ouais, voilà, ouais, des HTC. Donc c'est des casques qu'on a Oculus, testés, mais aujourd'hui, quand on affiche une image, d'endoscopie sur un écran au bloc opératoire, c'est une image qui fait, 8 millions de pixels. C'est une image en 4K avec, un haut niveau de contraste, et donc ben, il faut qu'à minima, on puisse retrouver cette qualité d'image. Et finalement, c'est en février, l'année dernière, où je suis allé aux États-Unis, j'ai testé le casque, Apple Vision Pro à sa sortie. Et là, je me suis dit: «Waouh, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce casque-là» et donc la première chose qu'on a faite, avant même de développer quoi que ce soit, c'était de prendre une vidéo d'endoscopie, de l'envoyer dans le casque, de mettre ce casque sur la tête de chirurgien et de leur dire: «Bah, visualisez l'image et dites-nous ce que vous en pensez. Déjà, dites-nous ce que vous pensez, du casque. Est-ce que ça va? C'est confortable? Qu'est-ce que vous en pensez?» et surtout en termes de qualité d'affichage, là, on était sur rien d'autre que revisualiser une image qui a déjà été enregistrée. mmh. Mais surtout, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'ils y voyaient bien? Est-ce que, potentiellement contrôler le positionnement de l'écran, c'est quelque chose qui leur paraissait, ergonomique? Et là, les résultats qu'on a eus, on a fait ça auprès d'une dizaine de chirurgiens, c'était sans appel. C'est: «Waouh, en fait, on voit mieux que sur les écrans du bloc opératoire» et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit: Mieux. «Il y a peut-être quelque chose à faire, on voit mieux». Ouais, ouais. Il s'agit pas seulement de faire disparaître sa femme qui passe devant l'écran, on voit mieux en plus. On voit mieux, exactement. Alors, en fait, c'est une boutade de dire qu'il y a quelqu'un qui passe devant l'écran, ça peut arriver au bloc opératoire, c'est pas le drame, mais c'est juste pour dire que avoir un écran physique au bloc opératoire, bah, ça crée, des contraintes qui sont naturelles. Quelqu'un qui passe devant, le positionnement d'un écran, alors s'il est sur un bras, bah, ça veut dire, potentiellement bouger l'écran pendant la chirurgie, avec toutes les contraintes que ça peut poser parce que, je rappelle, le chirurgien est stérile, donc il ne peut toucher que le patient. S'il touche quelque chose d'autre, il se déstérilise et ça peut être un vrai problème d'un point de vue sceptique pour le patient. Alors, on parle de chirurgie augmentée, hein, Oui. l'exemple que vous donnez, cet affichage d'images, d'endoscopie, elle se superposait déjà à un environnement qu'on continue de voir à travers le casque, c'est ça? Alors avec la solution qu'on a développée, aujourd'hui, on utilise le casque Apple Vision Pro
pour finalement digitaliser les écrans physiques du bloc opératoire. À la place d'afficher l'endoscopie ou l'échographie sur un écran physique qui est dans le mur ou sur un écran ou sur un bras dans le champ opératoire, ce qu'on fait tout simplement, c'est afficher des écrans virtuels dans le casque, avec la possibilité de venir piloter son environnement chirurgical en stérile. Et en fait, c'est vraiment ça la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, le chirurgien n'avait la main sur absolument rien. C'est-à-dire que techniquement, s'il voulait changer l'affichage d'un écran, bah, il fallait qu'il demande à une infirmière qui était non stérile d'aller modifier ça à la main. S'il voulait modifier l'inclinaison de l'écran, bah, c'est pareil, il devait demander à quelqu'un qui était hors champ opératoire de le faire. La solution qu'on développe aujourd'hui, elle permet de redonner la main au chirurgien sur le pilotage de son environnement chirurgical en stérile. Imaginez une solution qui est entièrement pilotable au doigt et à l'œil sans avoir à rien toucher. Bah, ça, aujourd'hui, pour un chirurgien, c'est quelque chose qui est incroyable. Parce qu'on rappelle qu'avec le Vision Pro, on déplace les fenêtres, avec ses doigts, mais sans rien toucher, en fait. Absolument. En fait, le pilotage dans l'interface utilisateur Care Surgery se fait véritablement au doigt et à l'œil. Les yeux, vont piloter, finalement le «curseur» entre guillemets, c'est l'équivalent de la souris, de son ordinateur et puis ses doigts dans l'espace, si je vais faire ce mouvement, bah, c'est l'équivalent de mon bouton gauche de ma souris ou de mon bouton, entrée sur mon clavier. Donc véritablement, en regardant des boutons et en appuyant avec mes doigts comme ça dans l'espace, sans rien toucher, bah, j'ai la possibilité d'interagir avec mon environnement chirurgical et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant en chirurgie, pour plein de raisons. Mais il faut s'imaginer que le chirurgien, pendant une chirurgie, va pouvoir changer de position, et donc, sans rien demander à personne, il va pouvoir prendre son écran, déplacer son écran là où il veut le positionner et où c'est intéressant pour lui d'un point de vue ergonomique. Donc, le nombre de chirurgies, où on a vu le chirurgien, regarder, enfin opérer son patient et être tourné comme ça pendant 2 heures, se retourner de l'autre côté pour aller voir un autre écran, bah, ça aujourd'hui c'est fini en fait. D'un seul coup d'œil, dans le champ opératoire, on accède à l'ensemble de l'imagerie qui est, indispensable aujourd'hui au chirurgien pour prendre en charge son patient. Et ça, c'est vraiment quelque chose Mmh. qui est un véritable changement, qui est un changement de paradigme au bloc opératoire. Je précise que le geste, hein, que vous avez montré, c'est, rapprocher le pouce et l'index et faire une sorte de clic, en faisant contacter ces 2 doigts. Combien d'écrans, est-ce qu'un chirurgien a besoin de voir, pendant une opération? Et combien on peut en afficher dans le Vision Pro sans que ça, masque finalement, le corps du patient qui reste, quand même j'imagine le principal pour le chirurgien devant lui? Ouais, tout à fait. Alors en fait, le corps du patient, c'est pas quelque chose qui est d enfin qu'on a besoin de voir, tout le temps, parce qu'en fait, quand on fait une endoscopie, ce que le chirurgien fait, c'est il opère par l'intermédiaire d'un écran qui est positionné en face de lui et donc, il voit pas forcément le corps Le du corps du patient quand il patient finalement opère. là ouais, ouais, c'est ça. Ouais, en Ouais. fait, le corps du patient, on le voit au début quand on va positionner ce qu'on appelle les trocars, qui sont des espèces de petits tunnels qui vont nous permettre d'aller, insérer, dans le ventre du patient, la caméra et les instruments chirurgicaux. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est pas Mmh. on voit l'image en face de nous et c'est aussi ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y a une espèce de décorrélation. On change de plan, en fait, on opère notre patient est parallèle donc est sur une table d'opération, donc parallèle au sol de la table et notre écran, lui, il est perpendiculaire à cette table d'opération et donc il y a une sorte de gymnastique mentale à faire, bah, pour décorréler finalement, les 2 plans, le plan du patient et le plan de l'écran qui est perpendiculaire à ce dernier. Et donc, positionner, l'écran non plus en face de soi, mais sur le ventre du patient, ça permet justement, bah, de visualiser simultanément ses mains, le ventre du patient et l'écran. Et ça, c'est quelque chose que moi, après 10 ans, j'avais même pas eu idée. C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait cet essai avec un chirurgien, la première chose que le chirurgien a fait en endoscopie, c'est prendre son écran et le positionner sur le ventre du patient et révélation, il m'a dit: «Mais c'est incroyable, je vois le ventre du patient, mes mains et simultanément mon écran». Chose qui n'était pas possible avant.
Et pour répondre à ta question, Benjamin, sur le nombre d'écrans qu'on peut avoir au bloc opératoire, c'est très variable et donc le nombre d'écrans va dépendre, de la spécialité dans laquelle, on se trouve. Si je prends par exemple de l'ophtalmologie, qui est un vrai enjeu pour nous, on a besoin d'une ou 2 sources. On a le microscope opératoire et puis on peut avoir aussi, un système, d'imagerie complémentaire qui s'appelle un OCT. Si je prends, de l'urologie, on peut monter à 2, 3, voire 4 sources vidéo simultanées et donc avoir nécessité, si on veut les avoir en simultané vraiment, d'avoir 4 écrans, ce qui dans le champ opératoire, peut créer des problèmes, en termes d'ergonomie, de place, de bras qui vont venir se choquer et donc en fait, ce qui était au début, une réponse ergonomique à l'affichage avec l'ajout de bras et puis de moniteurs sur ces bras, se transforme aujourd'hui en une contrainte Mmh. et c'est ce qu'on veut à tout prix, éviter. Faut peut-être préciser pour, celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais, eu la possibilité d'essayer le Vision Pro, d'expliquer comment on peut, disposer plusieurs, fenêtres, plusieurs écrans dans l'espace devant soi, sans pour autant masquer, l'environnement. Absolument. Alors, il faut s'imaginer que quand on porte le casque, Vision Pro, on voit son environnement, comme si, j'étais sans le casque, au bloc opératoire et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit coupé de son environnement. Le bloc opératoire, c'est un endroit où il faut qu'on puisse, interagir, discuter avec les collaborateurs. C'est un vrai travail d'équipe. On parle beaucoup du chirurgien au bloc opératoire, mais c'est un vrai travail d'équipe. Il y a l'anesthésiste, Mmh. l'aide opératoire, l'IAD qui est l'infirmière, anesthésie diplômée d'État. Enfin, il y a du monde au bloc opératoire. Il y a pas que le chirurgien et donc faut pas couper le chirurgien, du monde, qui l'entoure et du coup de ses collaborateurs. Donc c'est pour ça que utiliser le casque Vision Pro pour nous, c'était quelque chose qui était faisable parce qu'on voit son environnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on affiche des écrans, dans le casque, en fait, donc on continue à voir son environnement, mais on affiche des écrans digitaux en surimpression de son environnement chirurgical et on peut choisir, la taille de ces écrans. Donc si j'ai envie d'afficher, mon image d'endoscopie sur un mur entier de la salle, c'est quelque chose Mmh. qui est faisable. Par contre, si j'ai 2, 3 ou 4 sources et que je veux les afficher en plus petit, devant moi, sans, pour autant me couper de mon environnement et toujours pouvoir voir, mon aide opératoire qui est à 1 mètre de moi, c'est quelque chose qui est largement faisable. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fixe une fenêtre quelque part dans la pièce. C'est-à-dire que la pièce autour de soi ou la salle d'opération devient un peu son bureau, au sens informatique du terme et on va pouvoir fixer les fenêtres à droite, à gauche, avec un effet de perspective, enfin, comme Tout à comme fait. si, comme si elles faisaient partie du décor, Comme si enfin. comme si elles étaient intégrées physiquement dans la salle d'opération et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez génial parce que je peux prendre un écran, le positionner, au niveau du mur, je peux prendre mes 2 autres écrans, les positionner en face de moi. Je tourne la tête, je vois mes collaborateurs, je peux même m'écarter, faire le tour, aller à 2 mètres et avoir toujours accès à ces écrans qui sont figés, dans l'espace et ça, c'est quelque chose qui est en fait hyper intéressant. Parce que vous dites: «Ben, non, non, ça veut dire quoi?» Ça veut dire que en fait, on change de paradigme. On passe d'une vision qui était, salle d'opération centrée, où en fait on designait une salle d'opération avec des écrans physiques à l'intérieur, dans des murs ou sur des bras, à une vision qui est utilisateur centrée, où finalement l'environnement chirurgical, au même titre que son téléphone portable, c'est quelque chose qu'on va pouvoir embarquer dans sa poche. Je vais opérer en salle numéro 2. J'appuie sur un bouton, j'ai mon environnement chirurgical, ma sphère chirurgicale avec l'ensemble de mes données chirurgicales qui vont, s'afficher. Je finis mon patient, je vais en salle numéro 3. J'accède exactement au même environnement chirurgical. J'ai pas besoin de refaire un paramétrage, j'ai pas besoin de venir 10 minutes avant pour aller repositionner mes écrans, aller me reconnecter à mon dossier patient pour accéder à mes images préopératoires. Tout ça est directement accessible depuis, mon environnement chirurgical qui maintenant est mobile et que je peux balader dans ma poche. Ça, c'est vraiment incroyable. Bon, je crois qu'on a bien compris le principe. On va parler un peu de technique maintenant, Julien. Qu'est-ce qui a été le plus, compliqué, à mettre au point dans votre système, dans votre technologie, pour le Vision Pro?
Alors nous, notre technologie, c'est 2 aspects. C'est, une partie, applicative, c'est du logiciel qui est installé sur l'Apple Vision Pro, mais c'est également une partie, matérielle, une brique hardware, qui est là pour finalement faire communiquer les dispositifs médicaux avec le casque et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, hein. On a dû, développer une solution, qui nous permet, d'aller, récupérer n'importe quel flux d'imagerie. Alors, il y a quand même des standards, on a de la chance, chacun, utilise, des signaux vidéo qui sont standardisés. On retrouve des signaux comme du HDMI, du SDI. On peut avoir des choses un petit peu bizarres, mais qu'on arrive à gérer, surtout si on travaille sur des images, 3D. Mais globalement, il a fallu développer une brique qui soit compatible avec l'ensemble des dispositifs médicaux. Donc qu'il soit, Donc c'est un boîtier de connexion qui va permettre au absolument. casque de récupérer les images, c'est ça? Exactement. Donc ce qu'on s'était dit, c'était plus de câblage. On a juste une boîte électronique qu'on va venir positionner sur notre microscope, une boîte électronique qu'on va venir positionner sur, notre endoscope et notre échographe et on veut plus qu'il y ait de câblage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est je mets mon masque, je suis chirurgien, j'arrive dans ma salle d'opération, le casque Apple Vision Pro va venir scanner la salle d'opération et détecter les dispositifs médicaux qui sont équipés de cette boîte, électronique qu'on a développée et va venir se connecter de manière sécurisée à ces différentes, modalités et les afficher de manière automatique dans le casque et tout ça en sans fil. Donc c'était aussi ça, Et donc c'est plug and play, pas exactement, de on ouais. s'arrache pas les cheveux. On voulait quelque chose qui soit hyper simple, qui soit facile à installer et facile à utiliser. J'ai une question, vous disiez tout à l'heure que c'est un travail d'équipe en salle d'opération. Est-ce que c'est pas gênant que d'autres membres de l'équipe n'aient pas accès aux images? Parce que le chirurgien est le seul à avoir un Vision Pro. Ouais, tout à fait. Alors, l'aide opératoire pourrait aussi avoir accès, à un casque et donc potentiellement avoir accès à son propre environnement chirurgical. D'ailleurs, l'idée de rajouter des écrans dans la salle d'opération est venue de là, c'est-à-dire que comme il y avait plusieurs opérateurs qui avaient besoin d'accéder à l'image, bah, il y avait nécessité d'avoir plusieurs écrans parce que sinon il y a toujours quelqu'un qui voit mal l'écran ou l'écran qui est mal positionné parce qu'en général le chirurgien et l'aide opératoire, suivant les configurations, mais en général ils sont l'un en face de l'autre et donc on se rend bien compte que, si l'écran est bien positionné pour un opérateur, l'autre opérateur voit clairement pas bien. Donc l'idée d'avoir plusieurs écrans dans la salle, c'était aussi ça. C'était de se dire: «On peut faire des reports d'images et positionner les écrans potentiellement l'un en face de l'autre pour que chaque opérateur puisse avoir accès, à son image». Pour synthétiser, est-ce que vous pouvez me donner à voir le bloc opératoire idéal avec votre solution, et combien de personnes ont un Vision Pro sur la tête? Alors, à minima, le chirurgien a un Vision Pro sur la tête. Idéalement, l'aide opératoire peut avoir un Vision Pro sur la tête et c'est les 2 personnes qui sont dans le champ opératoire et qui ont besoin, d'avoir accès à l'image, pour prendre en charge le patient. Pour moi, le bloc idéal, il a ni lumière, il a ni écran, il a plus rien, c'est une zone libre dans le champ opératoire et il y a fort à parier que dans les années qui viennent, on voit mieux, avec, le casque ou de manière digitale qu'on ne le voit aujourd'hui en vision directe. La tendance, c'est vraiment ça et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant de noter, c'est qu'en fait, même les chirurgies qui se font par voie ouverte, où le chirurgien va venir, regarder, hein, avec ses yeux directement la zone opératoire, bah, il y a fort à parier que dans les années qui viennent, ça n'existe plus. On utilise à la place des caméras qui vont filmer le champ opératoire pour projeter cette image-là sur un écran ou dans notre cas, dans la solution, Clear Surgery. Parce que l'image qui est affichée, elle est meilleure, parce que potentiellement je peux aller modifier, mon contraste, ma luminosité ou même rajouter des filtres et donc on se rend bien compte de la puissance que d'un tel système. Et c'est un vrai changement de paradigme encore une fois où en fait on passe d'une vision qui était directe à une vision qui est, digitalisée, optimisée et même augmentée. La transmission des images entre votre boîtier et le Vision Pro, elle se fait, avec quelle techno?
Alors aujourd'hui, on utilise, des technos, sans fil, le Wi-Fi, et notre boîtier, intègre, les dernières versions du Wi-Fi, qui est le Wi-Fi 7. Même si aujourd'hui, le casque dans sa version actuelle, n'est pas encore compatible. On espère que les prochaines versions seront, équipées, des dernières versions de Wi-Fi. Ouais. C'est quoi le flux actuel permet d'afficher dans les meilleures conditions combien d'images différentes? Alors, aujourd'hui, on a testé, on arrive à afficher, 4 images simultanément dans le casque, et ça, c'est globalement, les chirurgies où il y a le plus de contraintes. Bon, on est d'accord, donc c'est du sans fil, hein, complet entre le casque et les appareils. Absolument, En revanche, il y a bien un fil sur le Vision Pro, c'est le câble qui est relié à sa batterie. absolument. Ça, c'est probablement une contrainte pour vous parce que l'autonomie n'est pas illimitée et Mmh, quand on change de batterie, le casque, il s'arrête. c'est un Comment absolument. com comment ça se passe quand on est en pleine chirurgie, en salle d'opération? Alors, dans un premier temps, c'est pour ça qu'on a, identifié des chirurgies, dont on sait qu'elles ne mettent pas plus de 2 heures. On a testé, 2h30, 3 heures, juste pour avoir du feedback, sur l'ergonomie et sur le confort, et c'est des choses qui sont tout à fait, acceptables, en tout cas des chirurgiens qui ont, utilisé notre, solution. Mais c'est vrai qu'au-delà de 3 heures, la batterie, je pense qu'on atteint les limites, et donc nous, on vise des chirurgies qui durent moins de 2 heures. Hem L'ophtalmologie, si je prends de la chirurgie de la cataracte, par exemple, c'est en termes d'occurrence, en France, la chirurgie la plus faite. On parle de quasiment 1 million de chirurgies par an. La durée moyenne, c'est 12 minutes. Donc là, on voit bien à quel point, en fait, ces sujets de batterie, en fait, nous importent assez peu. Mmh. Si on parle d'endoscopie, digestif urologique, avec des approches, mini-invasives, c'est pareil, on est sur des durées de chirurgie qui oscillent entre, 1/2 heure pour des choses assez simples, à 1h30, 2 heures grand maximum. Donc en fait, on va pas aller, dans un premier temps, faire des chirurgies cardiaques de 8 heures avec le casque sur la tête. C'est peut-être, quelque chose qu'on fera, dans quelques mois ou quelques années. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut déjà faire, c'est, valider, la pertinence de notre solution, avoir des retours utilisateurs, faire des études cliniques, pour montrer, les avantages, non seulement d'ergonomie, et ça on n'en a vraiment aucun doute, mais surtout, sur la partie clinique. Si demain on arrive à montrer qu'on gagne du temps, c'est potentiellement, intéressant d'un point de vue opérationnel parce qu'on va pouvoir opérer un patient de plus à la fin de la journée. C'est intéressant d'un point de vue clinique parce que, si, mon patient il a une anesthésie qui dure 10 minutes de moins, en termes de gestion des risques, c'est hyper intéressant, et donc c'est tout ça qu'on va venir, adresser, et donc on commence à structurer, notre approche, d'un point de vue clinique. Bon, merci beaucoup, hein, Julien Huysmans, CEO de Clear Surgery, de nous avoir éclairé sur, alors ce qui n'est plus un projet, ce qui est en train de devenir une vraie solution qui, potentiellement peut changer la vie des chirurgiens, au quotidien. Merci beaucoup d'être venu dans les voies de la tech. Merci infiniment encore, Benjamin, pour votre accueil et pour l'échange. C'était un plaisir. Plaisir partagé et je vous souhaite beaucoup de succès à vous et à Florent Morin avec Clear Surgery dans les mois et les années qui viennent. À bientôt. Les voix de la tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui avec du recul sur l'actualité. En un mot, c'est The Tech Podcast to Be. L'appel de la plage, de l'apéro ou de la sieste fait qu'il est temps de refermer ce 53e numéro des voix de la tech. Si vous avez pris plaisir à l'écouter sur la route, en faisant du sport ou en bronzant, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux avec le hashtag LVDLT et sur Apple Podcast en déposant un avis avec vos mots à vous. Les 52 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité sur Apple Podcast et sur Spotify. Un podcast également disponible en version vidéo sur YouTube. Merci à chacune et chacun de vous pour votre fidélité aux voix de la tech qui ne sont pas partis pour prendre des vacances.
Elles seront de retour vendredi prochain. Nous serons le 8 août 2025. D'ici là, merci de m'aider à faire connaître les voix de la tech. Vous le savez, liker sur les réseaux, c'est pas mal, mais partager ou republier, ça change tout. Et donc, c'est à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Bonnes vacances et à vendredi prochain.